Un livre révèle une chose troublante. L'esprit humain n'est pas aussi rationnel qu'on veut bien le croire. Lorsque nous sommes seuls, nous prenons des décisions basées sur la logique et la réflexion. Mais lorsque nous faisons partie d'une foule, tout change. Notre rationalité disparaît. Nous devenons très influençables et réagissons de manière impulsive, sous l'effet d'émotions primitives. Que penseriez-vous si je vous disais que les leaders de l'histoire ont utilisé ces connaissances pour manipuler des millions de personnes, que ce livre a été lu et appliqué par des personnages qui ont accédé au pouvoir, non pas par le dialogue, mais en contrôlant l'esprit collectif. Écrit en 1895, cet ouvrage est devenu une sorte de manuel pour ceux qui voulaient comprendre et dominer le comportement des masses. Le plus effrayant, c'est que ces enseignements sont encore utilisés aujourd'hui, que ce soit en politique, dans la publicité ou dans les médias sociaux. Le livre s'intitule « La psychologie des masses » et a été écrit par Gustave Le Bon. Il explique comment les foules pensent, pourquoi elles sont si faciles à manipuler et, surtout, comment des leaders charismatiques peuvent façonner le destin d'un pays en exploitant simplement les instincts de base de la psychologie humaine. Mais cela soulève une question troublante. Si ce livre révèle les secrets de la manipulation des masses, doit-on le lire ou le craindre? Aujourd'hui, nous allons explorer le livre le plus dangereux du monde. Vous découvrirez ses idées maîtresses, comment il a été utilisé au cours de l'histoire et pourquoi il reste d'actualité. Et avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous vraiment que vous avez le contrôle de vos opinions ou avez-vous été influencé plus souvent que vous ne le pensez sans vous en rendre compte? Maintenant que vous avez compris l'importance de cet ouvrage, analysons ce qui le rend si dangereux. Les livres sont souvent interdits parce qu'ils remettent en cause des gouvernements, des religions ou des idées qui menacent le statu quo. Mais ce livre est dangereux pour une autre raison. Il enseigne comment contrôler l'esprit collectif. La thèse centrale de Gustave Le Bon est simple et dérangeante. Les masses ne pensent pas rationnellement. Lorsqu'un groupe de personnes se réunit, leur individualité disparaît pour laisser place à un nouvel esprit, primitif, émotionnel et facilement manipulable. Il décrit comment les foules peuvent être guidées sans s'en rendre compte, comment leurs émotions peuvent être enflammées et comment leurs croyances peuvent être façonnées sans qu'elles se rendent compte qu'elles sont influencées. Ces connaissances, lorsqu'elles tombent entre de bonnes ou de mauvaises mains, peuvent changer le destin de nations entières. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout au long de l'histoire, des leaders charismatiques ont étudié cet ouvrage et appliqué ces stratégies pour conquérir et conserver le pouvoir. Le livre explique, par exemple, comment la répétition d'un message à plusieurs reprises le fait passer pour vrai, même s'il est complètement faux. Cette technique est encore largement utilisée aujourd'hui, que ce soit en politique, dans la publicité ou dans le marketing numérique. Un autre concept dangereux du livre est que la foule n'agit pas comme un groupe d'individus pensants, mais comme un organisme émotionnel unique. Lorsque nous faisons partie d'une masse, nous cessons d'analyser les faits de manière rationnelle et commençons à réagir instinctivement. Nous devenons plus influençables, plus enclins à suivre les leaders sans poser de questions, et plus enclins à accepter des idées simplistes. La logique cède la place au sentiment d'appartenance et à l'obéissance aveugle. Le Bon poursuit en décrivant un phénomène effrayant. Lorsqu'une idée est absorbée par une foule, elle devient insensible à la logique et aux arguments opposés. Si un groupe en vient à croire en quelque chose, toute tentative de présenter des faits qui contredisent cette croyance sera ignorée ou rejetée agressivement.
Cela explique pourquoi les mouvements radicaux, les théories du complot et la manipulation de masse continuent de fonctionner aujourd'hui. La vérité perd souvent la bataille contre l'émotion. Si ces idées n'étaient qu'une curiosité académique, il n'y aurait pas de problème. Mais la réalité est que ces travaux sont devenus un outil pratique pour ceux qui voulaient et veulent toujours influencer les foules sans qu'elles se rendent compte qu'elles sont manipulées. La question la plus dérangeante se pose alors. Gustave Le Bon a-t-il écrit ce livre comme un avertissement ou comme un manuel de contrôle? Quelle que soit la réponse, l'impact de ces idées est indéniable. Et quand on analyse l'histoire, on se rend compte que certains des personnages les plus influents du XXe siècle ont non seulement lu cet ouvrage, mais l'ont appliqué avec une précision effrayante. Pour comprendre l'impact de cette œuvre, il faut connaître l'homme qui en est à l'origine. Gustave Le Bon n'est ni un homme politique, ni un leader des masses. C'est un érudit, fasciné par le comportement humain. Né en France en 1841, il a été l'un des premiers à se rendre compte que la pensée individuelle change complètement lorsqu'elle est insérée dans un groupe. Cela l'a conduit à étudier un phénomène que peu de gens comprenaient à l'époque, le pouvoir des foules. À la fin du XIXe siècle, l'Europe traverse une période de grande instabilité. Les révolutions populaires se multiplient, les gouvernements craignent un soulèvement des masses, et l'idée qu'un leader puisse mobiliser des millions de personnes pour une même cause commence à effrayer les élites. C'est dans ce contexte que Le Bon écrit La psychologie des masses, une étude détaillée de la façon dont les foules pensent, ressentent et agissent. L'ouvrage a un ton presque clinique. Le Bon décrit les masses comme des entités irrationnelles, guidées par des émotions primitives. Il explique que, contrairement aux individus isolés, les foules réagissent à des symboles, à des slogans et à des discours passionnés, sans s'interroger sur la logique des idées qu'elles suivent. De plus, il enseigne comment ces masses peuvent être manipulées. Mais voici la grande question. Le Bon a-t-il écrit ce livre comme un avertissement ou comme un manuel? Certains passages semblent mettre en garde contre les dangers des foules incontrôlées, mais d'autres sonnent presque comme un guide pratique pour ceux qui veulent les dominer. C'est l'une des raisons pour lesquelles son ouvrage a été tant étudié par les dirigeants à travers l'histoire. Le livre a eu un impact si profond qu'il a été lu et appliqué par certaines des personnalités les plus influentes et les plus controversées du XXe siècle. L'homme à la moustache cassée, qui a conduit le monde dans son plus grand conflit mondial, a étudié ces pages et utilisé ces principes pour construire un empire de propagande. Le dirigeant d'un pays au drapeau rouge frappé d'une étoile s'est également servi de ces idées pour contrôler sa population. Et même un certain ancien président d'un pays très influent aujourd'hui a été accusé d'employer les techniques décrites par Le Bon pour mobiliser les foules autour de son discours. Mais les hommes politiques ne sont pas les seuls à s'être abreuvés à cette source. Les publicitaires, les experts en marketing et les stratèges des médias sociaux ont également tiré parti des idées de Le Bon pour vendre des produits, construire des marques et créer des phénomènes viraux. Le principe est le même. Trouver ce qui touche les masses et répéter le message jusqu'à ce qu'il devienne incontestable. Qu'il s'agisse d'une étude ou d'un outil de pouvoir, le fait est que la psychologie des masses n'a jamais perdu sa pertinence. Et à l'ère du numérique, ces idées deviennent encore plus effrayantes, car la manipulation se fait désormais à l'échelle mondiale, sous l'impulsion d'algorithmes qui comprennent le comportement humain mieux que nous ne le comprenons nous-mêmes. Maintenant que nous savons qui était Le Bon et comment ces idées se sont répandues dans le monde, il est temps d'analyser en détail le contenu de ce livre. En effet,
Que nous apprend-il sur le fonctionnement de l'esprit collectif? S'il y a une chose qui rend ce livre dangereux, c'est la clarté avec laquelle il explique comment l'esprit individuel disparaît au sein d'une foule. Gustave Le Bon décrit avec une précision chirurgicale les mécanismes qui transforment des groupes de personnes rationnelles en entités irrationnelles et facilement manipulables. Et le plus impressionnant, c'est que, bien qu'écrits il y a plus d'un siècle, ces principes sont encore si actuels qu'ils pourraient être utilisés pour expliquer les phénomènes des réseaux sociaux, des campagnes politiques modernes et de la consommation de masse. La première grande idée du livre est que lorsqu'un individu se joint à une foule, il perd son identité et devient partie intégrante d'un organisme collectif. Ses pensées cessent d'être guidées par la logique et sont dominées par des émotions primaires telles que la peur, la colère, l'euphorie ou la haine. Au sein des masses, personne ne se sent responsable de ses actes, ce qui explique que les foules agissent souvent de manière plus violente et plus impulsive que n'importe quel individu. Un autre concept important est que les masses ne sont pas convaincues par des arguments rationnels, mais par des images, des symboles et la répétition. Les dirigeants qui comprennent cela savent qu'il ne sert à rien de présenter des données ou des explications complexes. Pour influencer une foule, il faut s'adresser à ses émotions. Les discours courts, les phrases d'accroche et la répétition constante sont la clé de l'ancrage d'une idée dans l'esprit collectif. Le Bon explique également que les masses sont très influençables. Lorsqu'un groupe croit quelque chose, tout fait qui contredit cette croyance sera automatiquement rejeté. En d'autres termes, la vérité importe peu. Ce qui compte, c'est l'intensité de la croyance collective. Ce phénomène explique pourquoi des théories absurdes peuvent se répandre si facilement et pourquoi certaines personnes refusent de changer d'avis, même lorsqu'elles sont confrontées à des preuves concrètes. L'auteur souligne également que les foules recherchent des leaders charismatiques, pas nécessairement intelligents ou vertueux. Elles suivent ceux qui font preuve d'une confiance absolue, qui parlent avec passion et qui proposent des solutions simples à des problèmes complexes. Ces leaders ont souvent recours à des tactiques telles que la création d'ennemis imaginaires, la polarisation de la société et l'utilisation de l'émotion pour mobiliser les partisans. Il n'est pas difficile de voir comment cette stratégie a été utilisée tout au long de l'histoire et comment elle continue à l'être aujourd'hui. Enfin, Le Bon rappelle que les masses peuvent être à la fois destructrices et créatrices. Lorsqu'elles sont guidées correctement, elles peuvent accomplir de grandes choses telles que des révolutions et des avancées sociales. Mais lorsqu'elles sont manipulées dans la mauvaise direction, elles peuvent commettre des atrocités sans même se rendre compte qu'elles sont dirigées par des intérêts cachés. Le danger de ce livre ne réside pas seulement dans ce qu'il enseigne, mais aussi dans les personnes qui choisissent de l'utiliser et dans quel but. Ces principes ont été appliqués par des dirigeants, des publicitaires, des spécialistes du marketing et même des stratèges des médias sociaux. Tous ont compris que le comportement collectif suit ses propres règles et que la compréhension de ces règles signifie avoir le pouvoir d'influencer des millions de personnes. Maintenant que nous savons comment les foules pensent et réagissent, une question troublante se pose. Comment ces idées ont-elles été mises en pratique au cours de l'histoire? Qui sont ceux qui ont étudié et utilisé ce livre pour parvenir au pouvoir? Peu de livres ont eu un impact aussi profond sur la façon dont les dirigeants, les stratèges et les manipulateurs perçoivent la société. La psychologie des masses n'est pas seulement une étude académique, elle est devenue un véritable manuel pour ceux qui voulaient contrôler les foules et modeler l'opinion publique. Et le plus effrayant, c'est que cet ouvrage a été non seulement lu,
mais appliquée avec précision tout au long de l'histoire, influençant des décisions qui ont changé le destin de nations entières. Plusieurs personnalités politiques connues ont étudié ce livre et mis en pratique ses enseignements. L'homme à la moustache cassée, qui a accédé au pouvoir dans les années 1930, a parfaitement compris la thèse de Le Bon et a utilisé chacun de ses principes pour bâtir un empire de propagande. Il savait que les masses ne sont pas convaincues par des arguments logiques, mais par des images frappantes, des mots répétés à l'envi et un ennemi commun à haïr. Son gouvernement utilisait des symboles, des discours passionnés et des événements à grande échelle pour consolider son autorité et garder la population sous contrôle. Mais il n'était pas le seul. Le commandant d'un grand pays au drapeau rouge, qui a régné d'une main de fer pendant des décennies, a lui aussi compris le pouvoir des foules. Il savait qu'en répétant une idée avec conviction et en éliminant toute opposition, il pouvait transformer sa parole en vérité absolue. C'est ainsi qu'il a consolidé l'un des régimes les plus stricts de l'histoire, en s'assurant que la population suivait ses ordres sans poser de questions, et ne croyait pas que ses principes se limitent au passé. Dans le monde moderne, l'utilisation de ces stratégies a évolué et est devenue plus sophistiquée, avec l'essor de la publicité, du marketing et, plus récemment, des médias sociaux. Les techniques décrites par Le Bon sont appliquées quotidiennement, sans que l'on s'en rende compte. Dans le domaine de la publicité, les grandes marques utilisent ces concepts pour fidéliser aveuglément les consommateurs. Elles créent des symboles reconnaissables, répètent sans cesse leurs messages et associent leurs produits à des émotions fortes telles que le bonheur, le statut ou la sécurité. Si une entreprise parvient à vous faire sentir que vous appartenez à quelque chose de plus grand lorsque vous consommez ces produits, elle a gagné la bataille pour attirer votre attention et, plus important encore, votre argent. En politique, les campagnes électorales modernes suivent un schéma très similaire à celui décrit dans le livre. Les discours rationnels et complexes ne fonctionnent pas auprès du grand public. Au lieu de cela, les candidats créent des slogans courts et répétitifs, exploitent les peurs et les espoirs de la population et utilisent la polarisation pour maintenir l'intérêt de leurs partisans. La logique cède le pas à l'émotion et la vérité devient souvent sans importance face à la puissance d'un discours bien construit. Et puis, nous arrivons au dernier scénario en date, les médias sociaux. Si Gustave Le Bon vivait aujourd'hui, il serait impressionné ou terrifié par le niveau de contrôle que la technologie permet d'exercer sur les foules. Les algorithmes comprennent exactement ce qui nous émeut, ce qui nous exaspère et ce qui nous maintient accrochés à l'écran. Les plateformes numériques utilisent cette connaissance pour cibler des contenus spécifiques à différents groupes, renforçant les croyances, alimentant les divisions, et maintenant la population constamment engagée, souvent sans se rendre compte qu'elle est manipulée. L'impact de ce livre est indéniable. Il a fourni les outils nécessaires à certains des plus grands manipulateurs de l'histoire pour consolider leur pouvoir, tout en révélant des vérités gênantes sur la manière dont nous, en tant que société, prenons des décisions. Le problème est que maintenant que ces techniques ont été comprises et appliquées à grande échelle, il devient de plus en plus difficile d'échapper à leur influence. C'est là que se pose une question délicate. Si ce livre a été utilisé pour manipuler des millions de personnes, doit-il être censuré ou étudié? Dans quelle mesure sa connaissance peut-elle être une arme entre de mauvaises mains? S'il est une chose qui a suscité la crainte des dirigeants et des élites tout au long de l'histoire, c'est bien la connaissance du fonctionnement réel des masses. Les livres qui dévoilent les rouages de la manipulation suscitent toujours un débat sur la question de savoir s'ils doivent être accessibles au public
ou réservés à quelques érudits. Il en va de même pour la psychologie des masses. Contrairement à d'autres livres qui ont été interdits pour avoir incité à la révolution ou remis en question des dogmes religieux, celui-ci a été la cible d'un autre type de censure, la censure du silence. Pendant longtemps, il a été traité comme une obscure étude universitaire, lue uniquement par des stratèges politiques, des experts en propagande et des théoriciens du pouvoir. De nombreux gouvernements et institutions ont préféré ne pas la faire connaître au grand public, car ils savaient que si les gens ordinaires comprenaient ces mécanismes, ils pourraient commencer à remettre en question le système qui les entoure. La grande controverse autour de ces travaux a toujours été le dilemme moral qu'il pose. Faut-il les étudier pour se protéger ou les cacher pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains? D'un côté, il y a ceux qui affirment que ce livre doit être lu par tout le monde, car connaître ces techniques est le seul moyen de résister à la manipulation. Si nous savons comment les dirigeants, les publicitaires et les réseaux sociaux nous influencent, nous pourrons devenir plus critiques et moins vulnérables aux discours et aux récits falsifiés. D'un autre côté, certains pensent que ce travail devrait être tenu à l'écart du grand public, car son contenu peut facilement être utilisé à des fins louches. L'histoire a prouvé que certains des personnages les plus autoritaires du XXe siècle ont étudié attentivement ce livre et ont appliqué ses idées avec une efficacité redoutable. Si ces mêmes techniques ont été utilisées pour consolider des régimes totalitaires et fabriquer des guerres, pourquoi permettre à un plus grand nombre d'y avoir accès? Il y a aussi un détail important. De nombreuses idées de Le Bon sont inconfortables parce qu'elles révèlent des vérités que nous préférerions ne pas voir en face. Le livre montre que, même si nous aimons nous considérer comme des individus rationnels et libres, la réalité est que nous avons tous été influencés, à un moment ou à un autre, par des mécanismes dont nous ne nous rendons même pas compte. Accepter cela, c'est reconnaître qu'une grande partie de ce que nous croyons peut avoir été implanté dans notre esprit sans que nous en soyons conscients. Et c'est une vérité difficile à avaler. Le fait est que ce travail n'a jamais vraiment été effacé. Même si elle a été ignorée par beaucoup, elle a continué à être étudiée dans les coulisses du pouvoir. Aujourd'hui, avec l'ère numérique, ces idées ont refait surface en force, car les mêmes techniques décrites par Le Bon sont utilisées quotidiennement dans les algorithmes des médias sociaux, dans le ciblage des publicités et dans l'orientation des récits politiques. Les connaissances qui étaient autrefois réservées à quelques-uns sont aujourd'hui omniprésentes, déguisées en stratégie d'engagement ou en méthode de communication efficace. Et nous en arrivons à une question inévitable. Vivons-nous à l'époque de la plus grande manipulation de l'histoire? S'il fallait autrefois un leader charismatique pour influencer les masses, il suffit aujourd'hui d'un algorithme bien programmé pour dicter à des millions de personnes ce qu'elles vont penser et ressentir. Cela signifie-t-il que ce livre est encore plus dangereux aujourd'hui qu'à l'époque où il a été écrit? Lorsque Gustave Le Bon a écrit La psychologie des masses en 1895, il analysait un monde où l'influence sur les foules dépendait des discours prononcés sur les places publiques, des pamphlets imprimés et des journaux. Et s'il savait que, dans le futur, ces mêmes techniques seraient appliquées à l'échelle mondiale à l'aide d'algorithmes et d'intelligence artificielle, si, à l'époque, les manipulateurs avaient besoin d'accéder à des radios, des télévisions ou des panneaux d'affichage pour propager leurs idées, aujourd'hui, il suffit d'un smartphone. Les réseaux sociaux sont devenus le champ de bataille idéal pour la psychologie des masses et leurs algorithmes sont programmés pour exploiter exactement les faiblesses que Le Bon a identifiées.
l'émotion au détriment de la raison, la répétition des idées et la polarisation constante. Les plateformes numériques savent que les discours modérés ne génèrent pas d'engagement. Si vous publiez une opinion équilibrée, presque personne ne s'y intéressera. Mais si cette même idée est transformée en quelque chose d'extrême, chargé d'émotions, elle se répandra rapidement. Comment cela se fait-il? Parce que la foule n'est pas guidée par la logique, mais par la passion. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Il fait partie d'un système qui a été perfectionné sur la base de principes déjà décrits dans ce livre il y a plus d'un siècle. Un autre facteur inquiétant est que, contrairement à l'époque de Le Bon, les masses peuvent aujourd'hui être segmentées et manipulées individuellement. Autrefois, un discours devait toucher tout le monde en même temps, comme une radio diffusant dans tout le pays. Aujourd'hui, avec la personnalisation algorithmique, chaque personne reçoit un type de message spécifique, calculé pour renforcer ses croyances et l'impliquer encore plus émotionnellement. En d'autres termes, nous ne sommes pas seulement confrontés à la psychologie des masses, mais à la psychologie des masses hyperconnectées, où chaque individu au sein de la foule est programmé pour réagir de manière prévisible. Cela soulève une question encore plus effrayante. Si nous savons que les masses peuvent être manipulées, avons-nous vraiment le contrôle de nos propres opinions? Ou bien ne faisons-nous que répéter, sans nous en rendre compte, ce qui nous a été inculqué au fil des ans? En réalité, ce livre est non seulement toujours d'actualité, mais il pourrait être plus dangereux aujourd'hui que lorsqu'il a été écrit. S'il fallait autrefois un grand chef pour contrôler les foules, cette tâche est aujourd'hui confiée à des systèmes automatisés qui connaissent nos goûts, nos émotions et nos déclencheurs psychologiques mieux que nous ne les connaissons nous-mêmes. Cela signifie-t-il que nous sommes condamnés à être manipulés pour toujours? Ou existe-t-il un moyen de résister? La réponse à cette question peut résider dans la manière dont nous choisissons de gérer cette connaissance. S'il y a une chose que ce livre nous apprend, c'est que personne n'est complètement immunisé contre l'influence des masses. Même si nous nous considérons comme des individus rationnels, la vérité est que nous avons tous été pris par des courants de pensée collective, sans même nous en rendre compte. Que ce soit par le biais de la politique, de la publicité ou des médias sociaux, nous sommes constamment exposés à des discours qui ont été soigneusement façonnés pour nous faire ressentir et réagir d'une certaine manière. La grande question qui se pose est la suivante. Que devons-nous faire de ce savoir? Devons-nous craindre ce livre et essayer de l'oublier? Ou devons-nous l'étudier pour comprendre comment résister à la manipulation? L'ignorer n'est pas une option. L'histoire a prouvé que les techniques décrites par Le Bon continuent d'être appliquées à grande échelle. Et à l'ère numérique, où chaque clic alimente des algorithmes qui comprennent nos émotions mieux que nous-mêmes, la connaissance de ces mécanismes est plus importante que jamais. La seule façon de se protéger de l'influence invisible des masses est de développer son esprit critique. Lorsqu'une idée semble trop belle pour être vraie, lorsqu'un discours suscite des émotions fortes et extrêmes, lorsqu'un groupe est présenté comme le grand responsable de tous les problèmes, il est temps de s'arrêter et de se demander « À qui cela profite-t-il » Ce livre est dangereux, oui, mais pas à cause de ce qu'il dit. Son danger réside dans le fait que ses idées sont vraies et fonctionnent. Et tant qu'il y aura des gens prêts à utiliser ces connaissances pour manipuler les foules, c'est à nous de décider. Serons-nous des masses de plus ou apprendrons-nous à penser par nous-mêmes? Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que vous êtes vraiment libre de penser? Ou avez-vous été influencé plus souvent que vous ne le pensez, sans vous en rendre compte? Commentez ci-dessous et partagez votre point de vue sur ce sujet.
Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas, comprendre la manipulation est la première étape pour y échapper.